Émilie Nicolas, Christian Dufour, Madeleine Blais-Morin, bonsoir. 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 C'est incontournable. Il faut reparler encore de ce rapport Johnston. Pas d'enquête sur l'ingérence chinoise, a-t-il recommandé, parce qu'il y a trop d'éléments secrets. Je vous fais entendre des petits extraits. M. Poilievre, vous allez voir, M. Blanchet et M. Trudeau, puis on revient tout de suite. Je revendique que finalement, Jagmeet Singh fasse son travail en forçant son partenaire de coalition à tenir une vraie enquête publique pour que les Canadiens puissent savoir la vérité. C'est le gros bon sens. Le mandat de M. Johnston était de protéger Justin Trudeau, de protéger le Parti libéral du Canada, de protéger le secret en général, et ce faisant, il aura servi à protéger les abus de la Chine sur le territoire canadien. Quand on entend les attaques des chefs d'opposition, on voit que c'est des attaques personnelles contre M. Johnston. C'est pas un désaccord avec ses conclusions, un questionnement de son travail. Surtout qu'on a affaire à tous les chefs de l'opposition d'accéder à la cote de sécurité nécessaire pour pouvoir regarder l'intelligence sur laquelle ces conclusions ont été fondées. Alors, M. Trudeau qui pose une question que je vous pose d'une certaine façon, est-ce que l'opposition ne pourrait pas, une journée ou deux, expliquer pourquoi ça prend absolument une enquête publique et non pas constamment revenir sur le fait que Johnston, Madeleine, n'est pas crédible à leurs yeux parce qu'il y a eu une proximité avec la famille Trudeau? C'est certain que ça fait une grosse différence, Patrice, si, à leurs yeux, M. Johnston n'est pas crédible. Parce que à peu près tout le monde s'entend pour dire que peu importe la forme d'une enquête, que ce soit celle de M. Johnston, que ce soit une enquête publique, tout ne pourrait pas être rendu public. Il n'y a personne qui prétend ça. On parle de renseignements de sécurité nationale. Donc, ça devient crucial que la personne à la tête de l'enquête soit crédible. Mais aux yeux de l'opposition, ils prétendent qu'elle ne l'est pas crédible, cette personne-là, David Johnston, en raison de ses liens avec la famille Trudeau, en raison avec la Fondation Trudeau. Donc, selon les partis d'opposition, M. Johnston, on parle du Bloc québécois et du Parti conservateur, n'aurait pas dû être nommé à la tête de cet exercice-là, n'aurait pas dû être rapporteur spécial, parce que là, on arrive avec un rapport qui n'est pas complet. Il y a une annexe qui est caviardée, une annexe confidentielle. Oui, les partis d'opposition peuvent y avoir accès, mais les partis d'opposition disent, en fait, le Bloc québécois, le Parti conservateur, c'est un piège. Parce que si on a accès à cette information-là, après ça, on ne peut plus en parler publiquement de toute façon. Donc, voyez-vous... Oui et non. Ils peuvent dire, j'ai lu les éléments confidentiels, je vous passe la parole, Christian, et je ne suis pas d'accord avec la conclusion avec laquelle est arrivé M. Johnston. Au moins, ils auraient les faits. Je comprends que c'est un paratonnerre, Johnston. Je comprends le rôle de l'opposition aussi, mais je comprends moins qu'on ne débatte pas au Canada. La question qu'on lui posait au monsieur, est-ce qu'on doit avoir une enquête publique ou pas? Il dit, il n'en faut pas. On peut être en désaccord, mais parlons de ça. Mais peut-être je suis dans le champ. Christian? La réaction des partis d'opposition est un peu compréhensible. Mais moi, je trouve que M. Johnston a vraiment réussi un exploit. Parce que moi, je n'ai jamais vu un rapport être aussi mal accueilli. Ce matin, en fait, j'ai écouté un tas de commentaires, j'ai lu un tas de textes. Tout le monde était négatif. Je n'ai pas lu un commentaire positif au sujet de ce rapport-là. Quel exploit. Il faut dire que la plupart des gens s'attendaient à ce qu'ils recommandent la tenue d'une enquête publique. Puis là, évidemment, on attire l'attention sur le fait qu'au départ, c'est vrai que c'est une mauvaise nomination parce qu'il n'y a pas de crédibilité au départ. Mais je pense aussi qu'il y a un autre problème. C'est que si au moins nous avait suggéré une voie de sortie crédible, pour sortir de cette espèce de... On est enlisé là-dedans. Donc, mais il y a une unanimité. C'est fascinant, en fait, à quel point tout le monde est négatif à l'égard de ce rapport-là. Peut-être que dites-moi là s'il y a quelqu'un qui a trouvé ça positif, mais moi, j'ai rien lu, j'ai rien entendu de positif au sujet de ce rapport-là. Émilie? Il y a deux choses. La première, c'est que c'était absolument pas nécessaire d'avoir David Johnston pour avoir une enquête publique. Le gouvernement aurait pu avoir une enquête publique directement. Je pense que le débat sur la nécessité ou non d'une enquête publique s'est fait en mars, en fait, avant même la nomination de David Johnston. C'est plus là qu'on discutait du pour et du contre.
Puis, c'est là où il y a eu les arguments, notamment du gouvernement, qui disaient, bien, justement, une enquête publique, ça se peut qu'on ne puisse pas parler de certaines choses en public parce que les renseignements confidentiels ont lieu à cette époque-là. Puis, ils ont utilisé David Johnston pour essentiellement gagner du temps en disant, bon, on va avoir un rapporteur spécial qui va vous redire, espérons-le, ce que nous, on vous disait déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas une bonne idée d'avoir une enquête publique. Ceci dit, ça règle rien. Effectivement, ça aurait été bien d'avoir dans ce rapport-là au moins une voie de sortie ou une alternative, si c'est effectivement pas une bonne idée d'avoir une enquête publique parce qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de troisième loi, c'est sincèrement un problème. Donc, si je comprends bien, tous les chroniqueurs au pays achètent, Madeleine et Christian, Émilie, cette idée qu'il est la marionnette de la famille Trudeau puis qu'il leur rend un petit service en fin de carrière. Je n'irai pas jusque-là. Patrice, premièrement, ce n'est pas unanimité dans les chroniqueurs. Ce n'est pas tout le monde qui dit que c'est une marionnette, mais le fait qu'il n'avait pas la crédibilité aux yeux de l'opposition le disqualifie d'une certaine façon. C'est pas qu'il a volontairement voulu jouer le jeu du Parti libéral. C'est qu'il n'a pas la crédibilité nécessaire pour remettre un rapport qui n'est pas entièrement public. Est-ce qu'il y a du bon dans ce rapport-là? Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce rapport-là. Par exemple, on lit qu'il y a des problèmes de communication majeurs entre l'information qui vient des agences de sécurité et le gouvernement. Par exemple, les agences de sécurité donnent des renseignements au gouvernement sans donner de nom à qui c'est adressé. Donc, on dit tel document est destiné au ministère X, Y, ministère de la Sécurité, pour donner un exemple. Et il n'y a personne qui est nécessairement responsable de le lire. Et les agences de sécurité, par la suite, ne font pas de suivi. Est-ce que ce rapport-là a été lu? Quand des responsables du gouvernement se rendent parfois dans des pièces sécurisées pour lire des rapports, ce sont des volumineux rapports. Il n'y a personne qui va dire, bon, faites attention, la page 5, par exemple. Il décrit un manque dans la structure. Il dit qu'il y a un manque de communication entre les agences et le gouvernement, entre autres. C'est pas mineur. C'est pas mineur parce que l'information qui est colligée de façon responsable ne fait pas nécessairement son chemin jusqu'au gouvernement qui, lui, doit prendre des décisions par la suite. Comme des pressions sur Michael Chung, il écrit dans son rapport, ça aurait dû être... le gouvernement aurait dû être au courant. Il ne l'a pas été. Des pressions qui n'avaient pas encore été exercées, dit-il, sans donner des détails, mais les Chinois étaient en train de réfléchir à la patente. Oui, Christian. Il y a sûrement des bonnes choses dans ce rapport-là. Le problème, c'est qu'on est rendu ailleurs. C'est que l'opinion publique est rendue ailleurs et l'opinion publique s'est fait une tête un petit moment. Le fait qu'il fallait avoir une enquête publique, puis rappelons-le, le choix de M. Johnston était vraiment une erreur. Donc, à ce moment-là, on peut ergoter sur ce qu'il y a dans le rapport ou pas. C'est pas le même juste pour non, M. on n'ergote pas. Johnson. On peut le lire puis discuter. On est pour, on est contre. On peut en parler, mais honnêtement, il me semble que les Canadiens sont fermés à ce rapport-là. Et puis, on est rendu ailleurs. Puis là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire pour sortir, en fait, de cet enlisement. C'est ça que je lui reproche, personnellement. Il aurait au moins dû suggérer quelque chose. Puis aussi, il a fait une grosse erreur. Il a attaqué les médias. Il a quasiment dit que c'était de la faute, en fait, des médias, quelque part. Là. Je caricature un peu, là. Mais ça, c'est pas bien gagnant. Il a attaqué les lanceurs d'alerte plus que les médias, mais il dit que les lanceurs d'alerte n'auraient pas dû parler aux médias. Mais... Il a attaqué un peu les médias, parce qu'il a dit que les médias ont joué le jeu. Moi, je trouve pas ça gagnant. Non, je comprends ce que vous dites, Christian, mais j'essaie... Moi, ce qui me frappe, puis tu sais, j'en ai vu d'autres... Ce qui me frappe dans cette histoire-là, Émilie, Christian et Madeleine, c'est à quel point... pour reprendre le mot à la mode que je déteste, mais qui explique bien, le narratif de l'opposition a été acheté là, et a coulé parce que, bien sûr, il y a des médias qui ont beaucoup d'influence c'est comme si on ne voulait pas se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, l'enquête publique? C'est comme si c'était devenu le nouveau... Et je veux des débats. Je dis pas que je suis pour ou contre, j'ai pas d'opinion, moi, mais j'aurais aimé qu'on débatte de l'enquête publique et non pas du monsieur. C'est ça que j'essaie de dire maladroitement, Émilie. Oui. Bien, en fait, je pense que c'est important, justement, pour répondre à ces questions-là, de comprendre effectivement, un peu comme le dit Christian, la question des médias là-dedans, parce que quand même, quand on voit ce qui est écrit dans le rapport, il dit que, le Globe and Mail et Global ont mal évalué, disons, le niveau de crédibilité des renseignements qu'ils ont publiés. C'est quand même gros.
Et c'est là-dessus que toute la saga des derniers mois s'est basée. C'est sur le travail du Globe and Mail et de Global. Ouais. Et ce qu'il dit aussi, c'est que Hank Dunn, qui est un député libéral, qui avait été accusé donc, de passer d'informations au consulat à Toronto, il dit en ayant eu les informations confidentielles qu'il a, cette information-là qui a été publiée par le Globe, pour non, lui, pas le Globe, par Global. Par Global, pardon, oui, c'est ça, par le Global, que pour lui, c'était pas crédible. Et là, ce qui se passe, c'est que, oui, le Globe and Mail et le Globe continuent à faire le travail de quatrième pouvoir à couvrir cette histoire-là, mais on s'entend, c'est qu'il y a aussi une question de protection de sa réputation journalistique qui est là-dedans. Donc, les médias deviennent à la fois juges et partis. Il y a une poursuite, d'ailleurs, contre Global. Exactement. Les verra. médias deviennent à la fois juges et partis dans cette histoire-là, et c'est sûr que ça influence la manière dont cette histoire-là est reçue. Et l'opinion publique dont parlait Christian, elle ne se constitue pas de nulle part. C'est sûr que lorsque les grands médias canadiens on pousse dans un sens et que leur ego est sur la table, ça aide à construire l'opinion publique aussi dans un sens. C'est ça. Très bien. Mais discussion enquête publique ou pas, qui va se poursuivre parce que les partis, et on verra comment va se positionner le NPD, parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, M. Poilievre a dit à M. Singh, levez-vous et dites, Christian, que vous n'allez pas protéger votre ami M. Trudeau là-dessus. Là. Ouais, c'est clair que pour M. Poilievre, il voit une opportunité. Puis le NPD, parce c'est fascinant, parce que c'est comme un gouvernement de coalition, quelque part, en fait, qui gère le Canada depuis quelque temps. Puis la question est de savoir jusqu'où va aller le NPD à avaler des couleuvres, jusqu'à un certain point, parce que là, on en demande beaucoup, NPD. Hein? Donc, très bien. Je comprends un peu le jeu de M. Voilà, et j'admire, Patrice, votre professionnalisme quand vous dites que vous auriez voulu avoir un vrai débat sur le fond. Non, mais je ne veux pas que vous m'admiriez. Mais moi, je veux, parce que j'ai tout lu ce matin. Là. Je lis tous les matins, tous les chroniques. Et disons que l'histoire sur Johnston, là, qui était grand ami avec les Trudeau, c'est comme un arbre qui cache la forêt. Et j'aurais aimé qu'on discute plus du rapport. Et c'est facile, c'est sûr de dire ça. Là. Mais Johnston, c'est pas le dernier venu non plus. Puis à moins qu'il y ait des faits... voilà, c'est un avocat. Mais je m'emballe parce que je voulais inviter Véronique à se joindre à nous. Parce que je veux quand même qu'on parle de quelqu'un qui part de chez vous, Madeleine, et qui se rend à Québec, M. Sabia, chez Hydro. Ça fait beaucoup réagir. Tour de table là-dessus. Est-ce que c'est un choix qui vous étonne? Non. Madeleine, très rapidement, puis je vous dis au revoir après. Mais est-ce que c'est un choix qui est étonnant de la part du Québec, d'après vous? Bien, en tout cas, je ne l'avais pas vu venir à Ottawa, pour être complètement franche. J'avais l'impression que c'était vraiment l'allié de taille de Chrystia Freeland. Elle reposait, entre autres, sur lui. Chrystia Freeland n'a pas nécessairement fait sa marque encore comme ministre des Finances. Parfois, on se demande même si c'est ça qui l'intéresse vraiment ou davantage les affaires étrangères. Donc, elle comptait sur Michael Sabia, ou du moins, c'est l'impression que ça donnait. Donc, c'est un choix qui est surprenant, en tout cas pour moi, vu d'Ottawa. Très bien. Véronique, aujourd'hui, l'opposition, c'est amusant, il n'est pas encore nommé officiellement et l'opposition se demande, oui, mais quelle expertise a-t-il dans le monde de l'énergie? C'est sûr qu'on s'attendait à ce que ce soit un candidat qui est spécialisé en matière d'énergie. Mais d'un autre côté, moi, cette nomination-là éventuelle à être entérinée par le Conseil des ministres ne m'étonne pas du tout parce que dans ce même panel, je vous avais déjà dit que le critère principal, il ne l'avait pas dit au micro, mais le critère principal, selon mes sources, pour le candidat, c'était de trouver quelqu'un qui allait faire plus vite. Et Michael Sabia va faire plus vite. Parce qu'en réalité, mes sources me disent, Hydro-Québec est à la croisée des chemins. Là. Il y a des défis énormes qui l'attendent en matière de production d'électricité. Puis ces défis-là, au niveau de la transition énergétique, c'est pas Hydro-Québec qui va les relever, ça va être le gouvernement. Ça va être la responsabilité du ministère de l'Environnement, puis Hydro-Québec, ça va être un outil. Hydro-Québec, dans tout ça, devra être plus performante. Puis Michael Sabia, c'est un gestionnaire de grandes organisations. C'est ça qu'il fallait. Oui, ça va bousculer la machine. Il y a des gens là-dedans qui sont là depuis 10, 15 ans, qui sont habitués. Pas contents, Bien, ils sont habitués à une manière de fonctionner. Puis on se dit, oui, ça va peut-être les bousculer, mais ça prend de la performance, ça prend du développement. Puis c'est pour ça que le gouvernement Legault considère que c'est sa nomination la plus importante de ce mandat-là. Christian, Sabia vous inspire? Moi, ça m'étonne. Non, moi, ça ne m'étonne pas vraiment parce que M. Sabia, c'est vraiment un poids lourd. C'est quelqu'un qui est extrêmement respecté.
Puis Hydro-Québec, c'est pas n'importe quoi au Québec. Bon, quand on dit évidemment, il est pas ses priorités, c'est pour les changements climatiques ou même l'énergie, faut pas oublier que le gouvernement Legault, au départ, là, c'était pas sa tasse de thé, les changements climatiques. Puis, je pense que le front reste là. On s'adapte au contexte. Bon, on veut être moderne, puis on veut répondre aux préoccupations des gens qui trouvent que c'est dangereux. Mais on nomme quelqu'un qui, je pense, au diapason de M. Legault, du gouvernement Legault. Il y a vraiment un choix politique là-dedans où on est plus dans le développement. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupera pas d'environnement puis des changements climatiques, mais ça veut dire que ça ne sera pas sa priorité numéro un. C'est peut-être ça qu'il y avait le problème avec Mme Brochu. Un élément qui est intéressant, c'est que M. Sébia, ce ne sera pas une marionnette de M. Fitzgibbon ou de M. Legault, qu'on aurait pu craindre. Hein? C'est quelqu'un qui se tient debout. Donc, je trouve que c'est une nomination qui se défend, qui se comprend, tenant compte du fait qu'on a un gouvernement de la CAQ et non pas de Québec solidaire, si vous voulez. Émilie? Ben moi, je trouvais ça vraiment intéressant aujourd'hui de voir la différence entre les réactions du milieu des affaires et ceux du milieu d'énergie ou des experts en environnement. Puis essentiellement, si le milieu des affaires semble heureux, de ce que j'en comprends, c'est que les gens pensent qu'il va respecter la vision, disons, de développement de François Legault avec lesquels ils sont d'accord, et que si les gens du secteur énergétique sont nerveux, c'est parce qu'ils souhaitaient avoir quelqu'un à la tête d'Hydro-Québec qui allait pouvoir expliquer les défis en énergie à Fitzgibbon. Et on se dit que finalement, il va pas nécessairement, Michael Sabia ne sera pas nécessairement la personne pour faire ça. Il n'a pas l'expertise pour le faire, mais il n'a peut-être pas aussi la vision, disons, politique pour le faire aussi. Donc, les gens qui voulaient avoir à la tête d'Hydro-Québec une espèce de personne pour essayer d'avoir, de tempérer peut-être la vision de Pierre Fitzgibbon, ou un contrepoids qui a une expertise pour dire, mais voici la meilleure façon, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, et je pense que c'est pour ça notamment qu'il y a cette déception-là du côté du secteur énergétique. Merci beaucoup à vous quatre. Désolé pour mes emportements, Christian, mais on va se reparler. Au contraire, on aime ça. On aime ça, Patrick. On va en reparler de ça, parce qu'on va en parler jusqu'à la prochaine campagne de cette enquête publique. Adieu. Au revoir. Au revoir. Merci.